Ne manquez pas cette semaine à InfoCam une entrevue avec Jérémy Guéchénard, co-porte-parole du mouvement Stop Oléoduc. Une autre capsule en collaboration avec la MRC de Kamouraska en vue des prochaines élections. Un entretien avec Joanie Fortin, coordonnatrice du service personnel de la Fondation André Côté. Une activité toute spéciale pour la semaine de la prévention des incendies. Et finalement, on vous amène sur le plateau de tournage de l'émission Mise à jour. Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. Nous commençons l'émission avec une entrevue spéciale sur le projet d'oléoduc de TransCanada. Nous avons rencontré Jérémy Guéchénard, co-porte-parole du mouvement Stop Oléoduc de Kamouraska. Voici ce qu'il avait à nous dire. On parle d'un projet qui va directement de l'Alberta et puis qui va jusqu'à Saint-Jean, dans la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. C'est un projet qui vise à transporter 1,1 million de barils de pétrole par jour. C'est énormément de pétrole. Il y a plusieurs autres oléoducs qui transportent autour de 200-300 000 barils par jour. Ici, on parle de 1,1 million de barils par jour. C'est le double de la consommation quotidienne du Québec. Donc, ce n'est pas du pétrole pour le Québec, c'est du pétrole pour les autres. Dans ce projet-là, tout d'abord, ils veulent inverser un gazoduc qui est entre l'Alberta et puis Montréal. En inverser, changer sa vocation, finalement, pour qu'au lieu que ça soit du gaz, ça devienne du pétrole lourd de l'Alberta. Il y a une confusion sur les sources de pétrole. Nous, on a plusieurs sources d'informations qui disent que c'est du pétrole des sables bitumineux. C'est une des préoccupations principales que les Québécois doivent avoir, finalement. Il y a d'autres sources de pétrole en Alberta, mais ils sont minoritaires en termes de quantité, là, des pétroles plus légers. Puis donc, ce projet-là, inversion du gazoduc jusqu'à Montréal. Par la suite, on a un nouveau pipeline qui est construit de Montréal jusqu'à près de Québec, où il traverserait le fleuve Saint-Laurent, puis qui continuerait ici sur la rive sud pour passer par le Témiscouata, puis s'en aller vers Saint-Jean, là où il y aurait une raffinerie qui serait capable de le transformer. Il y aurait aussi un terminal où ils n'ont pas déterminé l'endroit. Pour acheminer ce pétrole-là aussi vers le fleuve, là, puis vers des pétroliers qui pourraient exporter. Donc, c'est vraiment le but pour eux, c'est de gagner une valeur. Il manque de marché pour le pétrole des sables bitumineux en Alberta. Ils en produisent beaucoup. Ils ne peuvent pas le sortir de l'Alberta. Donc, il y a plusieurs compagnies qui sont en train de développer des projets de pipeline parce qu'ils peuvent gagner jusqu'à 30 $ du baril de pétrole avec ces projets-là. Donc, hein, c'est l'argent qui donne le bal. Mais où exactement dans le Kamouraska les tuyaux passeraient-ils? Ici au Kamouraska, les tuyaux passeraient dans le haut des derniers villages, finalement, là, surtout dans des lots forestiers. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu loin des yeux. Il n'y a pas beaucoup de résidences. Il y a des secteurs de chalets dans le coin de Saint-Onésime. Moi, j'ai une amie qui vient de Saint-Onésime. Elle habite dans le coin d'Ixworth. Ça passe à moins d'1 kilomètre de chez eux. Sa famille a un chalet proche du club Hibou. Ça passe à moins d'1 kilomètre de leur chalet là-bas. Fait qu'elle est bien préoccupée par ça. Par la suite, là, ça passe près de la pourvoirie des Trois-Lacs, ici à Saint-Bruno. Et puis, ça continue là, pour passer dans le canton de Parc, là, en haut de Saint-Alexandre. Ça passe dans le haut de tous les bassins versants qui se jettent vers le fleuve. Donc, le risque de contamination là, des eaux qui s'écoulent pour tous les villages ici est très élevé. Il y a plusieurs villages qui prennent leur eau potable dans les rivières. On pense à Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle, La Pocatière, Saint-Pascal, Mont-Carmel, puis j'en oublie probablement, qui prennent leur eau dans des rivières, qui prennent leur source dans un secteur où l'oléoduc va passer. Donc, c'est un des enjeux majeurs là, pour les municipalités ici, là, puis ils en sont conscients. Là. Les municipalités, plusieurs, dont la MRC a pris position là, pour demander qu'il y ait un bureau d'audience publique, finalement, là, puis qu'il y ait meilleure étude de fait avant que ce projet-là ait lieu. Là, puis plusieurs municipalités ont suivi le bal. Là. Et outre les contaminations dans les eaux, est-ce qu'il y aurait une contamination possible dans la terre aussi? Bien, c'est sûr que les oléoducs, là, c'est pas
une façon de transporter du pétrole quand l'oléoduc est neuf, puis que tout ça, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais c'est que ça vieillit. Puis eux, ils nous disent qu'ils vont transporter du pétrole dedans pendant 80 ans. Si vous avez vu l'émission là, à Enquête sur Enbridge, là, on voyait que les oléoducs, ça fuit souvent. Enbridge, entre autres, là, ils ont une statistique de 70 déversements par année. C'est sûr que ça peut être des choses minimes, mais ça peut être des déversements colossaux, là, comme la rivière Kalamazoo aux États-Unis, où il y a eu un déversement. C'est en 2010, je crois. C'est presque autant qu'à lac Mégantic. Puis, c'est pas encore fini de nettoyer, là. Donc, il y a effectivement certainement des fuites, des risques de fuite possibles, là, à savoir... je pense que la question, c'est pas est-ce que ça va fuir, c'est où et quand. Est-ce qu'il y a quand même des côtés positifs à ce projet-là? Bien, c'est sûr que c'est un projet, là, on n'en connaît pas beaucoup la nature, mais TransCanada font miroiter beaucoup d'avantages économiques. C'est le nerf de la guerre. C'est ceux qui sont favorables à ce projet-là, ça semble être leur argument principal. Entre autres, les propriétaires qui leur offrent un montant, finalement, pour utiliser leur terrain. C'est seulement un versement. Donc, les propriétaires, après, se retrouvent avec un oléoduc sur leur terrain. Mais ils n'ont pas une redevance là, périodique, tout ça. Ils se sont fait compenser lors du passage de l'oléoduc. Mais leur terrain a perdu de la valeur, c'est sûr. Il y a un oléoduc maintenant dessus. Puis le prochain propriétaire, lui, il va juste en retirer les désavantages, aucun avantage, là. Les municipalités aussi, qui se sont fait miroiter que cette infrastructure-là serait taxable, finalement, là, comme une infrastructure... comme une maison, finalement, ou une usine. Donc, par le biais des taxes foncières, là, il y aurait des revenus aux municipalités. Et si les citoyens ne sont pas d'accord avec ce projet-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, d'en parler avec les gens autour, d'aller à sa municipalité, d'être sûr que sa municipalité a pris position dans ce dossier-là, a demandé un BAP, a demandé au gouvernement québécois de mettre ses culottes dans ce dossier-là aussi. Ils peuvent nous contacter, mouvement Stop Oléoduc, ils peuvent nous trouver sur Internet. Il y a eu une séance d'information de TransCanada le 2 octobre dernier à Saint-Onésime. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, effectivement, TransCanada a organisé plusieurs rencontres d'information pour les citoyens, finalement. Là, il y en a eu un peu partout dans les régions concernées par le projet. Ici, à Saint-Onésime, c'était une rencontre. En fait, ce qu'ils font, c'est un peu un salon de l'oléoduc. Il y a des gens qui sont là, il y a une vingtaine de personnes, puis il y a en moyenne 40 personnes qui vont là dans la soirée. Donc, ils sont un à un avec chaque personne pour bien répondre à leurs questions. C'est des très bons vendeurs d'oléoduc avec des affiches qui montrent des gens heureux à côté d'un oléoduc, finalement. Et puis, on a vu qu'il y avait beaucoup de citoyens préoccupés qui sont passés par là-bas. Puis, quelques citoyens aussi, des propriétaires qui semblaient plus enthousiastes au projet, là, vu les intérêts financiers dans ça, là, des propriétaires qui pensent avoir beaucoup de redevances par ce projet-là. Et puis, on voit que TransCanada là, semble avoir perçu beaucoup de craintes de la part de la population puis des différents paliers de gouvernement récemment. Parce qu'au début de la semaine, là, on a vu dans les médias qu'ils reportaient à 2014 le dépôt de leur projet là, à l'Agence canadienne de l'énergie. Donc, je pense qu'ils perçoivent quand même plusieurs craintes. Puis ça nous laisse penser à nous que les mouvements d'opposition sont importants. Avantdecraquer.com. Je suis gay. Je suis lesbienne. Bisexuel. J'étudie en technique policière. Je suis maman à temps plein. Infirmier auprès des personnes âgées. Je suis chanteuse d'opéra. Je suis camionneur. Je viens de Saint-Pétersbourg. Moi, de Drummondville. Je viens de la Beauce. Région de Québec. Cameroun. Montréal. Moi, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants. Fraîchement marié. J'ai un chum depuis 11 ans. C'est mon chum Martin. J'ai fait mon coming out à l'âge de 19 ans. 28 ans. 34 ans seulement.
La première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon meilleur ami. C'est ma mère qui m'a fait réaliser que je suis lesbienne. Moi, pour annoncer à mes parents que j'étais gay, j'ai écrit une lettre de 4 pages. Mon frère me parle plus. Je leur ai expliqué que j'étais gay, que j'étais pas différent de mon frère et de ma sœur, que j'étais juste homosexuel. On est ici pour répondre à vos questions. Toutes vos questions. Le Gris, c'est ça. Des bénévoles qui rencontrent des jeunes dans les écoles pour leur parler d'homosexualité et de bisexualité. Parce que plus on en parle, moins on laisse de place à l'homophobie. Encore une fois, cette semaine, nous vous présentons une capsule en collaboration avec la MRC de Kamouraska. Cette semaine, le thème porte sur le rôle d'un agent de développement. Être dans le milieu municipal, c'est avoir un pouvoir d'action puis un pouvoir de changer les choses. On ne peut pas tout changer, mais on peut en faire beaucoup puis on peut faire avancer notre communauté. Les communautés ont une capacité d'agir. Le développement de la municipalité, le développement de la communauté va passer par l'implication des citoyens. Puis nous, on est comme un point tournant où on peut rediriger les gens puis les aider, en fait, les soutenir vraiment puis les accompagner. Je pense que la première chose, c'est d'être à l'écoute de la communauté, d'être présent, de se mettre au diapason des gens avec qui on travaille. Puis une fois qu'on acquiert une certaine connaissance du milieu, bien là, on est capable de voir par rapport au plan de développement, parce que chaque communauté a un plan de développement. Donc, on se base sur le plan, puis on est capable de voir, bien là, la communauté sont rendus là, l'intérêt se dirige vers ça. Les bénévoles qui sont motivés, mobilisés actuellement, je peux les diriger vers tel ou tel projet. On est là pour soutenir et accompagner. Il n'y a pas d'endroit où ça va toujours mal. Il y a toujours des réussites. On vit toujours des réussites, puis ces réussites-là, c'est les meilleurs motivateurs pour l'avenir. C'est comme en classe, les professeurs disaient tout le temps s'il y en a un qui pose une question, ça veut dire qu'il y en a 5 qui se la posaient. Fait que, souvent, quand quelqu'un vient te voir et qui dit « j'ai un projet », bien, ça se peut que ça reflète la réalité de la communauté. Fait que nous, notre travail, c'est de les écouter, puis pas de les renvoyer du revers de la main en disant « merci pour tes idées ». Non, c'est de les écouter puis de faire cheminer ça, d'en parler après ça aux responsables des comités, puis d'essayer que ça se réalise finalement, si c'est le réel désir de la communauté. On travaille avec des gens, on travaille à l'avenir d'une communauté, fait qu'il faut être soi-même interpellé. À la base, il faut aimer la région, puis il faut pas se dire il n'y a pas ça, ou il n'y a pas ci, ou il n'y a pas tel service dans la région, mais il y a plein d'autres choses, puis c'est là qu'il faut justement développer à partir de ce qu'il y a déjà, puis d'avoir une vision du futur qui est plus positive. Il faut avoir une passion pour ce qu'on fait. Le développement, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, puis particulièrement dans le monde municipal. C'est une chance qu'on a au Kamouraska d'avoir des agents de développement dans toutes les municipalités. Il n'y a pas ça ailleurs. Les agents ont 2, 3 municipalités où il y a 2 agents pour le CLD, pour toute la MRC. C'est vraiment une particularité qu'on a ici, puis il faut s'en servir. Puis je pense que les gens qui arrivent, je pense particulièrement aux élus qui arrivent en poste, bien, ils ont la chance d'avoir au bureau municipal quelqu'un qui est là souvent à 3, 4, 5 jours semaine parfois pour développer les projets. Je pense que c'est vraiment un atout. Puis le monde municipal, il y a des fonctions qui sont plus macro, comme quand on parle au niveau de la MRC, mais municipal, on est directement là, on est avec les gens. Oui, il y a la réalité du travail comme tel, mais moi, je vais prendre un café chez les gens avec qui je travaille. Ce lien-là, il est hyper précieux, puis on ne l'a pas ailleurs. Là. Il y a vraiment une relation de proximité avec tout le monde. On marche dans la rue, les gens nous reconnaissent. On se fait appeler par notre nom, ce qui n'est pas le cas dans une grande ville, par exemple. Fait qu'il y a ça qui est vraiment exceptionnel, en fait, de pouvoir se promener puis de se faire reconnaître. On est une personne, on est une entité dans une municipalité, puis c'est ça qui est très motivant. Les gens ils viennent nous voir, puis plus on travaille, en fait, plus les gens nous font confiance. Ou en tout cas, je l'espère. Le service personnage offre aux personnes souffrant de maladies dégénératives de rester le plus longtemps possible à la maison.
Nous avons rencontré Joanie Fortin, coordonnatrice de ce service. Ce qui est à savoir, c'est que le service Personneige est né de l'Association du cancer de l'Est du Québec, qui est basée à Rimouski, donc la SEC. L'organisme a mis sur place un service qui s'appelle Personneige, qui est offert dans différentes MRC, dont le Kamouraska. Et c'est vraiment la Fondation André Côté qui porte ce service-là. Qui l'offre, en fait. Personneige est un service d'accompagnement et de soutien. Donc, on accompagne vraiment les personnes à toutes les étapes de la maladie, que ce soit le cancer ou toute autre maladie incurable. Donc, nous, on fait le suivi vraiment depuis le début de la maladie jusqu'à la fin. Et puis, c'est ça, on accompagne, on offre un accompagnement téléphonique, visite, vraiment dans le but d'alléger la famille et la personne qui est malade pour pouvoir lui permettre de demeurer à la maison le plus longtemps possible tout au long de la maladie. Mais quelles sont les personnes qui s'occupent justement de ces personnes qui sont en soins palliatifs? Oui, bien, en fait, on a une grande bande de bénévoles. Donc, moi, je les appelle la famille bénévole de Personneige. Et puis, c'est vraiment des personnes qui sont formées. Ça prend vraiment une formation obligatoire pour pouvoir accompagner ces personnes-là. C'est une formation qui est offerte justement par l'Association du cancer de l'Est du Québec. Donc, c'est vraiment des blocs assez structurés. Et puis, c'est vraiment des personnes qui sont choisies par une sélection. Donc, c'est vraiment pas n'importe qui peut devenir un bénévole Personneige. Là, ça prend quand même des qualités. Donc, nous, on vise vraiment des personnes qui ont une bonne écoute. Vraiment, il y a une bonne sélection qui est faite de ce côté-là là, pour s'assurer que les personnes sont vraiment aptes à accompagner des personnes qui sont fragiles, qui sont démunies souvent aussi. Là. Donc, il y a une bonne sélection de faite à cet égard-là. Et qu'est-ce que vous offrez pas dans vos services? Oui, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on a vraiment un soutien au niveau surtout affectif. Donc, que ce soit de l'écoute et tout ça, nous, on ne donne pas de médicaments, on ne fait pas de tâches ménagères. C'est vraiment le bénévole qui se présente pour prendre soin de la personne qui est malade. Et est-ce que vous avez assez de bénévoles pour répondre à la demande? On a quand même présentement 16 bénévoles qui sont actifs. On en a 3 présentement en formation pour devenir bénévoles Personneige, mais c'est sûr qu'on recherche toujours des bénévoles. Les demandes se font de plus en plus grandes. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont atteintes d'un cancer ou toute autre maladie incurable présentement dans la région du Kamouraska pour s'assurer vraiment d'aller se desservir le plus possible le plus de gens là, pour pouvoir leur offrir ce beau service-là. Ça nous prend toujours des bénévoles, donc on est sans cesse à la recherche là, de personnes qui sont intéressées à devenir Personneige, à donner leur temps. Donc, puis de se joindre à la belle famille, on a des rencontres régulières, il y a des formations continues qui sont offertes, on a vraiment des petites rencontres jasettes où on se rencontre vraiment tous les bénévoles ensemble. Et puis, à ce moment-là, bien, ça nous permet d'échanger, de se libérer aussi parce que être Personneige, ça comporte quelques obligations, dont la confidentialité qui est très, très, très importante, étant donné qu'on a vraiment on est avec des personnes qui sont un petit peu plus fragiles et démunies, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est sûr qu'il y a une confidentialité qui est importante à ce moment-là. Puis, c'est justement là, de pouvoir faire partie de cette famille-là, ça nous permet d'évacuer là, en toute confidentialité puis de se ressourcer. Là. Parlez-nous du concert bénéfice qui s'en vient. Un concert bénéfice qui s'en vient bientôt, qui va avoir lieu le 19 octobre à 19h30 à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Donc, à ce moment-là, il va y avoir de présent une chorale, donc les Petits Chanteurs de Laval ainsi que les Voix boréales qui vont venir interpréter des pièces qui sont dédiées à des personnes et des familles qui ont perdu un proche, que ce soit par le cancer ou toute autre maladie incurable. Et puis, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va ramasser des fonds. Et c'est vraiment un très, très bel événement. Là. Ça vaut vraiment la peine d'y assister. Une activité toute spéciale s'est déroulée à Saint-Denis dans le cadre de la prévention des incendies. Nous avons rencontré Christian Gagnon, directeur d'incendie du Kamouraska-Ouest. Bien, l'activité d'aujourd'hui à Saint-Denis, c'était pour couvrir les 4 écoles qui font partie de la régie Kamouraska-Ouest, service d'incendie. Puis, en même temps, on avait, vu que la semaine de prévention, on avait décidé de donner à chaque élève un détecteur de fumée. L'école de Saint-Denis, l'école de Rivière-Ouelle, Saint-Pacon et Saint-Gabriel. Quel genre d'activité qu'on trouve aujourd'hui? Bien, on va parler aujourd'hui avec la Sûreté du Québec de prévention scolaire, de prévention incendie et aussi sur les détecteurs de fumée qu'on va remettre à chaque élève, plus une collation à la fin. Et est-ce que vous pensez que ce genre d'activité-là sensibilise les jeunes aux incendies? Moi, je crois que oui, parce que, vous savez, passer un message,
La méthode, mettons, la mieux, c'est par les enfants. Parce que les enfants, eux autres, là, on parle de prévention. Je sais que quand on fait le tour des écoles, là, ils sont bien à l'écoute. Puis quand ils arrivent chez eux le soir, nos parents disent « Hey, là, c'est pareil que les pompiers sont allés, puis ils ont fait de la prévention. » Et pourquoi vous avez des camions ici, là, en ce moment? Bien, on a emmené tous nos camions, là, parce que les directrices nous ont demandé, après, un petit peu de protocolaire, on va faire des visites de camions avec les enfants, là. Chaque enfant va être avec des pompiers pour faire la visite. Une personne de la SQ et entre autres, est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont venir parler aux jeunes? Bien, vu qu'on a un horaire très restreint, il va y avoir moi qui va parler, plus une personne de la SQ. Mais il y a 2 maires qui sont présents, soit celui-là, la Rivière-Ouelle et Saint-Denis, puis il y a les directrices d'école, puis il y a notre commanditaire majeur qui est M. Lucier de Canadian Tower qui va être ici. C'est la première fois que vous faites ce genre d'activité ici? C'est la première fois, puis je crois que ça ne s'est pas fait souvent dans notre région. Nous avons eu la chance de visiter le plateau de tournage de l'émission de télévision Mise à jour, diffusée sur les ondes de MaTV. Nous avons rencontré le réalisateur Dicky Morel, qui nous explique les rouages de cette production, et Isabelle Perron, qui nous décrit en quoi consiste l'emploi du temps d'une animatrice. Bien, pour faire une émission comme Mise à jour, les gens pensent que 28 minutes, ça se fait en 28 minutes. Après quelques calculs, en sachant que j'avais une entrevue avec vous, après quelques minutes, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 100 heures d'heures humaines pour faire une émission de 28 minutes. Alors, il y a tout d'abord une réunion de production qui, là, se fait tout de suite après l'enregistrement de l'émission, mais c'est pour l'autre émission. Alors, on est toujours sur 2 à 3 semaines en même temps, là. Alors, il y a une réunion de production, on donne des affectations à la journaliste qui va sur le terrain. Alors, la semaine suivante, on fait l'enregistrement du reportage. Et l'autre semaine suivante, là, on enregistre l'émission studio. Et l'émission est passée l'autre semaine suivante. Alors, puis ce qui est particulier avec Mise à jour, c'est une émission d'affaires publiques et d'actualité. Alors, il faut comme sentir à l'avance l'actualité ou construire ou faire le courant et non subir le courant. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre émission de Mise à jour? C'est différents sujets d'actualité, mais ce n'est pas un bulletin de nouvelles. C'est un peu le leitmotiv de notre émission. C'est ça, ceci n'est pas un bulletin de nouvelles. Alors, c'est de l'information qui va être décortiquée. Alors, c'est un sujet pendant 28 minutes qui est décortiqué avec différents invités. Alors, on peut avoir en studio 2, 3 personnes qui vont nous parler d'un certain angle et en reportage, on va sur le terrain faire un reportage par émission. Et en tant que réalisateur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre emploi? Alors, le travail de réalisateur, c'est de s'assurer que chaque étape est faite. Alors, je me trouve être une sorte de manipulateur de marionnette, si vous voulez. Alors, je m'assure que, bon, la recherchiste qui se trouve être l'animatrice en même temps, va communiquer avec moi pour me dire « J'ai tel invité, en as-tu un autre? Un n'a pas voulu ou un peu importe. » On va essayer de trouver d'autres angles en cours de route. En région, bien, le réalisateur, c'est le caméraman, c'est le monteur. Alors, je fais tout. Alors, je m'assure d'aller sur le terrain aussi pour faire les entrevues. Alors, le réalisateur, c'est un peu le chef d'orchestre d'une émission. Et c'est bien sûr, j'ai un patron en haut de moi, mais je suis quand même le chef de mon émission qui pour me rendre à terme lors de l'enregistrement du mercredi. Et dans le studio, quand vous enregistrez l'émission, qu'est-ce que vous faites? Je me trouve être à l'aiguillage. Alors, je vais dire à mes caméramans dans quelques instants, là, je vais le dire en français, mais on dit stand-by, la 2, alors on met la 2 en onde, ainsi de suite. Je vais aiguiller mes caméras, mais je vais dire aussi à mes caméramans, je vais avoir un contre-champ, un plan plus serré, zoom out ou des choses de ce genre-là. Alors, je donne aussi des consignes aux caméramans et je m'occupe aussi de la qualité de l'image. Alors, si lors d'un changement de caméra, l'iris est trop forte ou peu importe, il faut... Alors, moi, je vais faire la job de 3 à 4 personnes. Et j'ai une personne à côté de moi qui va faire le travail de 3 à 4 personnes aussi, qui est Luc Chamberlain, qui est à côté de moi. Lui, il s'occupe du son, s'occupe du temps, va communiquer aussi avec l'animatrice dans son oreillette, parce que l'animatrice, elle a une oreillette. Alors, elle m'entend, mais elle entend aussi Luc, qui va lui dire, bon, on s'en va à la pause après. Alors, l'animatrice, après avoir fait son entrevue, va dire après la pause certaines choses. Alors, c'est comme un travail d'équipe, mais habituellement, pour faire le travail qu'on fait ici à Rivière-du-Loup, pour une autre station de télé à Montréal ou à Québec, vont peut-être être 30 ou 40 pour le même travail. Justement, vous parlez de votre équipe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Dans notre équipe, lors du tournage, on a 2 caméramans qui s'occupent de 3 caméras. Alors, une caméraman qui est sur rail,
qui est Sylvain, qui est le caméraman, et va s'occuper aussi de la caméra de l'invité. On a Marie-André qui, elle, travaille à TVCK. Alors, c'est une coproduction mise à jour. C'est une production de MaTV et de TVCK. Alors, quelqu'un de TVCK vient nous aider pour une des caméras, qui est Marie-André. En régie, il y a Luc et moi. Il y a une maquilleuse qui vient une fois par semaine parce que si l'invité n'est pas maquillé et l'animatrice est maquillée, il va y avoir une différence. Alors, tant qu'à faire venir une maquilleuse, on fait maquiller tout le monde. Et on a une reporter sur le terrain qui est Karine Morneau, entre autres, parce que cette année, la particularité de cet automne, on a plusieurs collaborateurs, mais celle qui n'a pas préenregistré ses reportages, c'est Karine Morneau, mais aussi Benoît Ouellette et Annie Poirier qui a participé aussi à Mise à jour. Madame Perron, outre le fait de voir à la télévision, en quoi consiste le travail d'animatrice pour l'émission Mise à jour? C'est le 3/4.5 du travail, au fait. Donc, on fait tout le travail de recherche, se documenter. Bien, il faut suivre l'actualité, ça, c'est important quand on fait une émission d'affaires publiques. Mais il faut se documenter aussi sur tous les invités qu'on reçoit, sur tous leurs postes, sur où on veut s'enligner. Donc, on a des rencontres de production. C'est au moins 25 heures de recherche pour une émission de 30 minutes. Ensuite, on a à contacter les invités. Puis souvent, mais ça ne marche pas du premier coup. Donc, il faut faire plusieurs appels, trouver des plans B, des plans C. Et puis ensuite, on se rencontre en équipe. On change des choses, on corrige des angles, et puis on arrive sur le plateau de tournage par la suite. Est-ce que c'est vous qui écrivez les textes? C'est moi qui écris les textes, les questions. C'est sûr que je fais ça en collaboration avec le producteur, le réalisateur, donc eux ont un œil sur ce que je fais. Puis, à la base, quand on se rencontre, toute l'équipe ensemble, on détermine des angles, donc ça m'aide aussi à poser mes questions. Puis, en faisant des pré-entrevues avec les invités aussi, on détermine, mais c'est tout moi qui écris le contenu, là. C'est ainsi que se termine l'Infocam de la semaine. Merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet au www.tvck.org.